Alix Carnot, je suis directrice associée chez Expat Communication. Et moi, je suis Kate Bell, je suis l'auteur du EFEPI, donc un classement des pays par leur niveau de compétences en anglais. D'après le baromètre Expat Communication qui, depuis 2014, analyse l'impact de l'expatriation sur la carrière et la vie personnelle des expatriés, la première raison pour s'expatrier aujourd'hui, c'est partir pour une aventure humaine et culturelle. C'est plus une expatriation professionnelle, c'est avant tout pour développer ses compétences et sa connaissance du monde. Alors, on a demandé aux expatriés quelles étaient d'abord pour eux les compétences nécessaires pour réussir son expatriation. La première chose, mais c'est un plébiscite, c'est l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit. Tout ça, comment on s'y prépare, j'ai envie de dire en partant d'expatriation, parce que c'est ça qu'on vient chercher. Enfin, il y a un petit mélange entre ce qu'on va trouver et la qualité qu'il faut pour ça. Ensuite, ce sont les langues et la culture. Donc à 38%, ce qu'il faut, c'est apprendre la langue, la maîtriser, mais tout autant connaître la culture et les codes du pays dans lequel on va. Après, les expatriés disent savoir se renseigner sur les formalités, sur le pays. Une des évolutions actuelles, c'est comme l'information est disponible partout. Pour beaucoup de gens maintenant, préparer son expatriation, ça veut dire aller sur Internet. Jusqu'ici, c'était sur Google. Je pense que maintenant, c'est aller sur ChatGPT et lui dire alors comment ça se passe la vie en Birmanie. C'est efficace, il faut le faire, mais c'est largement insuffisant. Je pense que la première chose à faire quand on veut partir dans un pays, c'est prendre son téléphone ou sa connexion et non pas juste son clavier pour interroger des gens qui sont avec le même profil, leur demander comment se passe leur expérience, leur poser des questions, et c'est ce travail de rencontre qui est beaucoup plus important que juste le travail d'information. Alors moi, je suis partie en expatriation uniquement par les entreprises. C'est beaucoup l'entreprise qui prend en charge tout le côté administratif. Je pense que la langue, c'est là où je me suis le plus préparée, donc en essayant d'apprendre la langue, vraiment les bases, mais c'est vrai que personnellement, j'ai du mal à me motiver pour apprendre une langue avant d'être dans le pays. Je trouve ça très motivant d'être dans le bain et de pouvoir pratiquer. La préparation culturelle, c'est intéressant parce que je pense qu'hormis le fait de regarder des vidéos, de parler avec des gens justement qui ont vécu dans le pays, c'est compliqué même si on a été pas mal en contact avec un pays, bien sûr, en allant dans un pays, on a une expérience totalement différente. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails, plein de choses de comportement, d'espace physique entre les gens, de manière de parler, des gestes corporels, etc., qu'on n'arrive pas vraiment à saisir avant d'être sur place. Donc il y a toujours des surprises. C'est ce qui rend l'expatriation si intéressante, je pense. Mais en fait, quand je t'entends, je me dis, ce qui est compliqué dans une préparation en expatriation, c'est qu'il y a plein de domaines différents. Selon nos appétences, notre construction, on va se focaliser sur quelque chose. Moi, j'aime l'histoire, j'aime les institutions. Donc, je suis partie en Australie, je savais tout du régime politique australien. Je pense qu'il n'y a pas un Australien qui savait ce que je savais. Enfin, bien sûr qu'il y en avait, mais tous mes copains australiens, ils étaient sidérés. Mais nous, on n'en a rien à faire du système politique australien. Qu'est-ce que tu t'es embêté à apprendre ça? T'as pas besoin de ça pour vivre en Australie. Moi, j'avais une formation... Enfin, je me préparais sur la géopolitique du pays, le truc qui sert à rien, mais ça m'intéressait. La langue, bien sûr, c'est très important. La culture, tout le monde le fait pas et c'est crucial. Il y en a qui sont des gens très concrets, donc ils vont aller tout de suite sur les aspects administratifs et ils ont bien raison, c'est important, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et il y a toute une sorte d'aspects que beaucoup de gens oublient, la plupart, je pense, c'est les aspects de la vie quotidienne. Pas juste mon permis de conduire, comment j'importe mon chien et qu'est-ce que je fais de ma cave à alcool, mais aussi est-ce que mes enfants vont se sentir bien, comment va se passer l'école pour eux, où est-ce que je vais me faire des amis, quelles relations je vais garder avec mes parents, avec mes grands-parents, que vont devenir mes amitiés sur place. On part en couple, il y en a un des deux qui a un job souvent, l'autre qui suit, qui va en trouver un sur place. En attendant, il n'a pas de revenus, il n'a pas vraiment de statut. Comment on fait pour chouchouter ce membre de la famille qui est celui qui suit et qui souvent est celui qui est un peu le maillon plus fragile pendant cette période-là? Le savoir-faire de l'expatriation, c'est ce à quoi on pense moins. Et là, il y a vraiment plein de ressources sur le site Femmes Expat. On a des guides de l'expatriation,
des guides de la scolarité internationale, des guides pour trouver du travail à l'étranger. Enfin, ça vaut le coup d'aller regarder Femmes Expat pour trouver toutes ces ressources. On a peut-être tendance à laisser, moi je sais que c'était le cas, à laisser de côté tout ce côté social, de vouloir rencontrer de nouvelles personnes qui ne sont pas expatriées, qui ne sont pas uniquement des expatriés, d'essayer de plus s'intégrer dans la communauté, de faire du bénévolat, d'avoir du contact avec ses voisins, enfin d'avoir une vie pleine. Et c'est vrai qu'en étant, moi j'ai été expatriée plusieurs fois pendant plusieurs années, et on finit par se rendre compte que si on ne fait pas cet effort-là d'avoir une communauté autour de soi, c'est une vie assez creuse finalement. Parce qu'en fait, c'est une vie très isolée où on est vraiment dans le milieu familial. Oui, on apprend plein de choses, on habite dans un autre pays, on apprend une langue, etc. Mais seul, ou avec sa famille, et pas avec les autres. Et du coup, c'est très important, je pense, surtout pour des gens qui vont faire une carrière comme ça, où ils vont enchaîner des expatriations, où ils vont s'expatrier plusieurs fois. C'est très important, je pense, de penser justement à ces questions de lien local, de lien avec sa famille, de lien avec sa communauté du pays d'origine, mais aussi à créer de communautés sur place. Et pensez-vous, Français qui allez partir, parmi vous, dans les gens que vous côtoyez tous les jours, combien y a-t-il qui ne sont pas français, dans le sens qui sont des étrangers de passage? Est-ce que vous en fréquentez tous les jours? Est-ce que vous les invitez à dîner chez vous? Combien de fois cette année vous avez pris un pot avec quelqu'un qui est arrivé en France depuis moins d'1 an? Eh bien, vous allez arriver dans un pays, ça va être la même chose. Sauf si jamais vous allez vraiment dans des cercles, et je pense que les dispositifs que EF propose sont une bonne façon de rencontrer des gens. Comment je vais créer mon réseau, ça ne sera pas naturel. On se dit parfois, oui, l'amitié, ça doit venir tout seul. Non, si je ne fais pas le premier pas, si je n'ai pas une stratégie de rencontre, je risque de rester seule et c'est dur. Donc se renseigner, voir des systèmes comme EF, voir dans toujours le guide de l'expatriation qui donne plein de techniques pour rencontrer des gens, mais ça va faire partie du succès d'Expatrié. Essayer de faire un peu de bénévolat. Le fait de donner de son temps et d'avoir un engagement régulier, par exemple toutes les semaines d'avoir 1 heure ou 2 heures où on va faire ça, ça crée automatiquement des liens en fait, parce qu'on est dans un projet commun. Quand on demande aux expatriés comment ils sociabilisent, ce que nous dit le baromètre Expat Communication, ils mettent en numéro 1 à l'école, ils mettent en numéro 2 le travail, et c'est comme tu dis, ils mettent le bénévolat assez bas, alors que nous, opérationnellement, on voit que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. En fait, c'est le bénévolat où c'est toute activité centrée sur une passion et sur un projet commun, comme tu disais. L'autre clé aussi, je pense que c'est l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire ça ne se passera pas comme on voulait. En Italie, ma meilleure amie était japonaise. Parce que c'était des rencontres qu'on n'aurait pas fait autrement, parce que ça s'est trouvé comme ça. Juste, si j'avais eu l'idée de voir que des Espagnols en Espagne, je serais passée à côté d'une grande amie. Après, l'autre chose qu'on ne vit pas forcément en expatriation, mais qu'on peut vivre par IF, c'est la famille d'accueil, de vivre dans une famille un certain temps. Ça, on ne fait pas quand on est trop âgé ou quand on a sa propre famille. Mais quand on est jeune et on veut partir, s'intégrer dans une famille, vivre 6 mois dans une famille, moi j'ai fait l'expérience en France, c'est vrai qu'on apprend des choses sur la nourriture, sur la façon de fêter les fêtes, etc., qu'on ne va pas voir autrement parce qu'on est extérieur au milieu familial. Et comme tu le dis, c'est pas du tout la même chose de partir seul à 20 ans ou de partir avec une famille. Quand on part avec une famille, l'adaptation sera forcément plus distante parce qu'on arrive quand même avec son cadre, on a moins de temps aussi, plus de contraintes. Peut-être une proposition, c'est de se dire ça vaut le coup tous les 6 mois de faire le point sur son expatriation parce qu'on est très vite embringué dans des réseaux. Les réseaux français sont hyper puissants, hyper efficaces. On peut passer une expat, comme tu disais, sans parler la langue, sans presque, j'ai envie de dire, sortir du quart à touriste. Partir à l'étranger, ça peut être un moment de grande découverte de soi-même et aussi de réinvention de soi-même, de pouvoir découvrir qui on peut être et qui on peut être dans le monde en fait. On en revient à l'idée qu'il faut bien préparer ses objectifs. Donc, moi, je propose de faire carrément une liste de ce que je veux pour mon expat. Pourquoi je pars? Est-ce que c'est d'abord pour la culture, découvrir une autre culture? Est-ce que c'est pour apprendre une langue? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour avoir plus chaud? Enfin, est-ce que c'est pour... Tant que c'est des raisons positives. Si c'est pour fuir ceci, quitter cela, c'est pas bon. Qu'est-ce que je veux? Construire, développer, apprendre. Et après, je regarde les pays qui pourraient répondre à ça en restant réaliste, c'est-à-dire les pays dans lesquels il est possible que je puisse travailler.
Bien se renseigner sur les visas. Les États-Unis, c'est super attractif, mais avoir le droit de travailler aux États-Unis, c'est pas si simple, donc il faut bien se renseigner. Et ça va être une question dans beaucoup de pays, en termes soit de visa, soit d'existence de marché du travail, et de est-ce que j'ai des capacités, est-ce que je suis attractif pour ce marché. Il y a des comparateurs d'ailleurs de niveau de vie qui peuvent être très utiles. Je pense à celui d'Elma, là. Petite pub au passage, mais c'est pratique de pouvoir calculer. Voilà ce que je gagne, voilà combien je pourrais gagner dans un autre pays et qu'est-ce que coûte la vie là-bas. Et après, pour choisir le pays, il faut se renseigner. Ce que je disais, se renseigner, c'est appeler des gens. Alors, toi, tu es à Dubaï. Comment se passe ta vie à Dubaï? Il y a des choses hyper intéressantes à Dubaï en termes de marché de l'emploi, etc. Il y a aussi une dureté, un coût de la vie. Il y a aussi des exigences. On ne peut pas rester à Dubaï sans travail. On est vite éjecté par le système. Il vaut mieux le savoir avant de partir. Partir avec une famille, il y a des pays où c'est très facile. Il y a beaucoup de pays où la scolarité des enfants coûte super cher, où les impôts sont les mêmes qu'on ait une famille ou pas. Donc là où en France on avait peu d'impôts parce qu'on a une grosse famille, on arrive dans des pays anglo-saxons ou dans des pays très libéraux, tout à coup les impôts sont les mêmes et finalement, même si le salaire est beaucoup plus élevé, on va perdre en qualité de vie. Et ça, le plus simple, c'est vraiment d'appeler les gens pour leur demander. Moi, je pense qu'en plus de tout ça, il y a un petit coup de cœur quand même. Genre, il y a des pays dans lesquels on a envie de partir, desquels on rêve de découvrir, et d'autres pays qui ne nous disent pas du tout. Et ça, c'est vraiment personnel. Il y a des gens qui adorent la plage, il y a des gens qui détestent le froid. Nous, on ne préconise pas de partir définitivement dans un pays où on n'a jamais habité. Ça peut paraître évident, mais il y en a quand même beaucoup qui le font. Et entre la réputation d'un pays et la réalité, on ne va pas toujours trouver la même chose. On a tous nos valeurs profondes sur lesquelles on ne peut pas revenir. Elles ne sont pas forcément 100% compatibles avec un pays, même un pays qu'on aime. Et ça, donc faire des séjours dans le pays où on va, c'est sûr que c'est une solution idéale. L'autre chose dans le choix du pays, et ça va justement avec ses attentes, plus une expatriation est vécue comme un challenge, plus elle est réussie. Donc partir dans un pays qu'on aime beaucoup, bien sûr que ça maximise les chances de succès, avec ce petit bémol de attention, si vous pensez que c'est acquis, ça ne va pas bien se passer. Parce que l'image que j'emploie tout le temps, c'est de dire, c'est comme quand on monte un escalier, c'est pas compliqué de lever un escalier, en revanche, si vous ne levez pas le pied à la bonne hauteur pour la marche, les conséquences vont être catastrophiques. Enfin, vous imaginez tout de suite. C'est pareil en expat. Si vous vous dites, et ça se voit beaucoup pour les gens qui partent en Angleterre, en Suisse, en Belgique, ça va, c'est la Belgique, quoi. Ils parlent français. Oui, mais c'est quand même un autre pays avec une autre culture. Si vous ne levez pas le pied, vous allez vous prendre les pieds dans l'escalier. Ben voilà. Aller là où on veut, oui, mais on se prépare. Et sur cette idée d'idées conçues des pays, ça c'est le plus frappant, c'est les États-Unis, parce que c'est un pays où on a quand même beaucoup d'idées conçues, parce que c'est un pays qui est très présent dans les médias. Et je ne sais pas ce que vous voyez à Femme Expat, mais moi, le nombre de personnes qui sont parties aux États-Unis et qui ont été surpris par le pays en découvrant la réalité du pays, pas forcément désagréablement, mais qui simplement se sont dit « Ah, mais c'est pas ce qu'on a vu à la télé ». Ça semble évident, mais c'est aussi un pays, c'est un vaste pays très divers. Petit exemple basique, au parc avec mes enfants, mon fils fait une bêtise, je hurle « Reviens là !» Tout le monde autour me regarde scandalisé, ma voisine se lève, va voir son fils, s'accroupit pour être à sa hauteur et lui dit à l'oreille « James, you shouldn't do that ». Et elle me regarde, tu vois ici, c'est comme ça qu'on fait, on crie pas nous. Ah, j'ai découvert que j'étais une latine, il a fallu que j'aille à l'autre bout du monde pour m'en rendre compte. C'est des choses qu'on ne soupçonne pas et qui nous révèlent notre sentiment d'être étranger en permanence. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut se préparer, et ça peut être pour des toutes petites choses franchement pas graves, du style crier ou pas crier, mais au bureau, on peut faire des gros impairs sans s'en rendre compte, parce que les Français, on coupe la parole tout le temps. Dans beaucoup de pays, c'est insupportable. C'est vraiment un signe de très mauvaise éducation. Il va falloir développer nos antennes pour apprendre à repérer les moments où on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Eh ben, il faut être préparé pour le retour. Ça fait donc presque 10 ans qu'on fait des enquêtes sur l'expatriation. Ça fait presque 10 ans que les expats nous disent que la phase la plus compliquée, c'est celle du retour. Qu'est-ce qui est dur dans le retour ? C'est essentiel. Alors, il y a toutes les questions administratives, évidemment, de logement, de différence de niveau de vie parfois.
Mais derrière ça, il y a l'idée de je ne me suis pas préparée à l'idée que je suis devenue étranger à ce pays, que c'est comme une nouvelle expatriation. Donc sur le plan administratif, c'est certainement pas plus compliqué de revenir en France que de s'installer en Corée. Simplement, quand je pars en Corée, je suis toute excitée et tout motivée à bloc en me disant ça va être compliqué, mais je suis prête, j'ai envie. Quand je reviens en France, je me dis je reviens chez moi, ils vont m'ouvrir la porte, quoi. C'est la mère nation. Bah, pas du tout. Personne ne nous attend, le pays a changé, il y a à nouveau autant de changements, enfin presque autant de changements, et là on revient à l'image de l'escalier. C'est juste que j'ai l'impression que je vais descendre, et non, il faut à nouveau monter le pied, ça va à nouveau être compliqué, et il faut se préparer pour ça. Donc déjà, si on a la bonne attitude d'esprit, ça facilite le retour. Mon conseil, c'est d'apprendre la langue. Je pense que c'est plus facile peut-être de ne pas apprendre la langue parce que ça demande beaucoup d'efforts d'apprendre des langues, ça prend du temps et on doit un peu s'humilier dans le sens qu'on parle mal, on s'exprime mal et donc pendant une période, voilà, on fait des erreurs, on est ridicule, etc. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre les pays sans parler la langue. Et il faut simplement imaginer une personne qui ne parle pas français, qui vit en France, et on est exclu de plein de choses. On ne peut pas vraiment comprendre le pays, on ne peut pas avoir le même niveau de rapport avec les autres, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'actualité, la politique, etc. Je pense que la langue, c'est essentiel. Et mon conseil, ce serait ne restez pas seul. L'expatriation, c'est une expérience grisante, enrichissante, mais très déstabilisante, qu'on a un peu tendance à vivre sur Photoshop. C'est-à-dire, quand on parle, les gens s'attendent à... Enfin, quand on parle, les gens sont envieux, en se disant, elle a beaucoup de chance, on est un peu leur ambassadeur. Et on a tendance à surjouer le succès parce que c'est difficile de reconnaître les petites difficultés qui forcément ponctuent une expatriation. Si on vit plus avec d'autres gens, si on est sincère sur nos joies, nos découvertes, mais aussi ce qui est difficile, on se rendra compte qu'on libère la parole de tout le monde. Et là, vous entendrez des « Ah ouais, moi aussi, je les trouve durs. Ah ouais, moi aussi, ah ça, je comprends pas. Ah ouais, moi aussi, je suis homesick. » Et ben, le fait de le partager, ça vous rassurera de dire bah, « En fait, je suis juste comme tout le monde. » Et puis, vous entendrez plein de conseils et ça permettra aux autres de vous aider. Si vous faites toujours, comme on dit en Italie, la bella figura, c'est-à-dire vous assurez, les gens vous laisseront vous débrouiller, hein, puisque vous avez l'air d'assurer.